Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Loup-garou première édition, présentation de cet univers culte de White Wolf, avec un focus particulier sur le scénario d'introduction Rite de passage, publication initiale sur YouTube en novembre 2015, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Oh, bonjour. Ah bonjour ou Hey. bonsoir si vous êtes à table, Oui. chers amis. Voilà donc un Histoire au coin des 20 qu'on a promis depuis très longtemps. Très très longtemps. D'ailleurs, on a été fort absent ces derniers temps. On s'en excuse. Tu dis ça à chaque fois, hein. Oui, je sais, mais on devrait se montrer plus présent. Hein, mais comprenez, les jeux de rôle, ce n'est pas quelque chose qui s'organise à la légère, si je puis dire, et donc parfois, sauf moi. J'ai pas suivi là, j'ai pas compris la règle. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de Loup-garou l'Apocalypse. Ouais. Et donc, qui n'est pas Loup-garou. Oh, mais Ah. avant de parler du jeu de rôle, Oui. nous allons parler de la bière du jour. La bière du jour, oui, qui est choisie pour l'occasion. C'est la première fois que la bière a vaguement un thème en correspondant avec le jeu de rôle, parce que c'est une bière bio. Exactement. Et pour Et- aller avec le garou, rien de tel qu'une Parce bière que- bio au miel. Les loups-garous Ouais. sont ils sont bio. Ils sont pour l'écologie. Tout à fait. Les loups-garous, ils disent recycler, sinon on vous pète la gueule. Voilà. Mais ta santé, déjà. Santé. Vive J'ai la... jamais goûté, on découvre la bière au miel. de la brasserie Dupont, si je ne me trompe pas. Pas mauvais. Pas mauvaise, pas mauvaise. Sans Mhm. plus. Bon, bref, je vérifierai si j'ai dit une bêtise après. Loup-garou l'Apocalypse, première édition. Avant tout, je veux parler de ce livre. Parce que c'est l'un des premiers jeux de rôle, je crois que c'est le deuxième jeu de rôle que j'ai acheté, le premier étant Dark Sun. Et j'ai tout de suite été attiré par ce bouquin. Et je sais pas si vous voyez bien, mais le trou. Il y a un trou. Attendez, attends, on va faire comme ça. Vous allez voir ma main Mmh. à travers, voilà. Voilà. Il y a un trou et je trouve ça génial. J'adore des bouquins un peu interactifs comme ça. Dans un magasin de jeux de rôle, où Ça tous pète. les bouquins se ressemblaient un petit peu, celui-là, il avait quelque chose de bien particulier. C'est la couverture qui avait été tranchée par la griffe du loup-garou. Première édition, une édition qui avait beaucoup de problèmes. On va un tout petit peu en parler, on va pas rentrer dans les règles, mais surtout, la première question que vous devez vous poser si vous n'avez jamais joué à Loup-garou, ou au Monde des Ténèbres de manière générale, parce qu'en effet, c'est le jeu de rôle jumeau de Vampire, vu que ça se passe dans le même monde. Il y a Changeling, il y a Mage, il y a Wraith, où on joue des fantômes, qui n'a pas Ouais. bien marché du tout, et c'était de la merde en fait. C'est un peu le petit frère principal, je Voilà. dirais, de Vampire, la mascarade. Vous devez vous demander, voilà, comment dans un jeu de rôle on peut jouer des loups-garous. C'est des loups-garous, ce sont des gens qui sont maudits, qui se transforment à la pleine lune, qui contrôlent pas ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on peut jouer ça? Mhm. Et là, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ah, c'est un mot de répondre. Dans Loup-garou, en fait, le loup-garou, tel que nous le connaissons, nous, donc la créature qui se transforme uniquement à la pleine lune, c'est pas du tout ça. Non. Ici, on parle plutôt de... C'est même pas une malédiction spécialement. Les loups-garous sont une race un peu à part, qui se hybride avec les humains. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que il y a très 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 longtemps, à l'aube des temps, à la naissance du monde, eh bien, la planète Terre, Gaïa, a créé ses anticorps, ses défenseurs, qui sont les loups-garous, les lupins. Les loups-garous sont les globules blancs de Les la Terre. loups-garous sont les globules blancs de la planète Terre pour tout ce qui concerne les influences néfastes des autres plans d'existence qui pourraient vouloir la détruire, si je puis... Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé. Ouais. Et donc, les loups-garous peuvent à volonté passer de l'homme à l'animal et tout ce qu'il y a entre les deux, on va dire. Et quand un loup-garou a des relations sexuelles Oh, sexuel. avec un être humain, eh bien, ils vont avoir une progéniture qui peut ou non être un loup-garou, mais la personne va garder ce gène et peut, un jour ou l'autre, produire un vrai loup-garou. Voilà, c'est l'un des aspects propres à chaque personnage. En fait, je crois qu'il y a 3 grandes décisions à prendre, si je me souviens bien, quand tu crées un personnage. Il y a évidemment ton clan, ta tribu de loup-garou, qui est la décision la plus importante. Il y a la phase de la lune à laquelle tu es né. Ouais, qui va un peu définir le caractère du loup-garou Voilà. à venir. Et il y a L'origine. l'origine. En Ouais. fait, tu peux soit être né d'un homme, Être un homme idée. un
un homidé, oui. Soit être un lupus, né de la relation entre un loup-garou et un loup, soit être un métis, né de la relation entre deux Ah oui, loups-garous. c'est vrai, ça c'est très important. Et nous allons en parler un peu plus tard, les métis, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a quelque chose de spécial. On va parler un petit peu D'accord, des métis. Oui. Dans cette histoire de loups-garous protecteurs de la Terre qui se reproduisent avec les humains, il y a un grand tabou. Il y a plusieurs grands Il y a plein de grands tabous. Mais l'un des plus importants, c'est que les loups-garous ne peuvent pas se reproduire entre eux. Non. Parce que c'est une bizarre, malédiction que Gaïa leur a donnée, entre guillemets. Salope. Si deux loups-garous ont un enfant, eh bien cet enfant risque d'être fou, difforme, ou les deux, ou maudit. Voilà. Ça crée des enfants difformes. En fait, deux loups-garous qui couchent ensemble, c'est un petit peu comme des frères et sœurs. Mhm. Oui, ils sont tous. C'est comme si Marty McFly avait baisé avec sa mère dans voilà. le passé. Vous comprenez? Non, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Mais donc, en gros, voilà, c'est un monde de caste où ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, tu peux jouer des loups-garous avec une personnalité très différente parce qu'un loup-garou né de loup va avoir une personnalité d'animal sauvage, même quand il va prendre une forme humaine, parce que les loups-garous peuvent changer de forme à volonté, totalement à volonté, et ils ont 5 formes. Il y a l'humain, il y a, je sais plus, je pourrais aller voir les... alors, je vais voir les noms. si j'arrive à m'en Comment c'est souvenir, d'écrire, je vais aller voir les noms précisément. alors, c'est l'homidé. L'homidé. Donc, vous êtes sous forme humaine, puis vous commencez à vous rapprocher de la bête et vous passez glabros. Exact. Et le glabros, c'est un être humain, je dirais, qui fait presque plus de 2 mètres de haut et qui est très... le loup-garou de 1940. Oui, c'est plus ou moins ça, mais en grand et très baraqué, voilà. et un peu primitif. Puis il y a le stade ultime entre les deux, qui est le Crinos. Ouais, le Crinos. Qui est un gigantesque. Là, le loup-garou fait presque 3 mètres de haut, là, super baraqué. C'est le loup-garou de Hurlement 2. Non, Hurlement tout court, pas Hurlement 2. Hurlement 2. Ouais. Hurlement tout court. Aussi Dog Soldier. Comme ça. Et je me souviens de tout, mon vieux. Alors ensuite, il continue vers l'animal. Et il y a le Hispo. Le Hispo, c'est un loup gigantesque et monstrueux, de la taille de... je vais pas dire d'un... C'est un loup qui est plus grand qu'un humain. C'est le loup-garou de loup-garou de Londres. Exactement. Et la dernière étape, le dernier choix de transformation, c'est le lupus. C'est ressembler à un loup. Tout à fait normal. Tout à fait normal, mais qui fait quand même un peu peur aux gens. Les êtres humains sentent qu'il y a quelque chose de pas normal avec ça. Non, dans quand tu es sous forme homidé ou loup, tu ne provoques pas le délire. Car le délire, c'est une chose importante, qui est de dire que... il y a des illustrations géniales dans ce bouquin. Je ne vous les verrai pas bien, mais ici, on voit un loup-garou avec un fusil de sniper. C'est génial. Le délire, c'est un système très pratique pour expliquer que les humains ne sont pas au courant des loups-garous, qui dit que quand un humain normal voit un loup-garou, il devient fou. Il a une durite qui pète, et ce qui se passe, et donc il va avoir une réaction bizarre, et après coup, il va oublier ce qui s'est passé et rationaliser ce qui lui est arrivé. J'ai été attaqué par un animal, il ne va pas se souvenir que c'était un loup-garou. Faites pas attention à ça, je suis en train d'arrêter la clope, vous allez me voir souvent avec ça au bec. Mais oui, non, dans mon souvenir, l'explication c'était que depuis la nuit des temps, les loups-garous sont aussi là pour gérer la population des êtres humains. Ouais. Et que donc depuis la nuit des temps, l'être humain, quand il y a trop d'êtres humains ou qu'il y a trop de concentration d'êtres humains et que ça peut nuire à la terre, entre guillemets, ou à la nature, eh ben, les loups-garous font de l'élagage, on va dire. Et que donc, dans leur code génétique, les êtres humains ont cette peur ancestrale du loup-garou qui va faire qu'effectivement, quand un monsieur tout-le-monde voit un loup-garou, il va devenir dingue. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et puis, il va oublier ce qui lui est arrivé. Voilà. Basiquement, les ennemis des loups-garous, il y a les vampires, mais les ennemis principaux des loups-garous sont les agents du ver. Qu'est-ce que le ver? Alors ça, c'est compliqué. Basiquement, le ver, c'est un dieu. Il y a plusieurs dieux, je ne me souviens plus de tous les noms. Il y a le tisseur. Il y en a un qui tisse. Il y en a un qui tisse l'univers. Il y en a un qui forme ce que le tisseur fait. Et il y en a un qui détruit derrière.
Et le ver, c'était l'un de ces trois dieux. Et C'est le destructeur. c'est le destructeur. Le c'est ça. ver est le destructeur. C'est le destructeur. Ouais. Et en fait, à un moment, cette entité qui contrôle l'univers, tout loup-garou a un aspect très Cosmologique. amérindien, vision de Oui, l'univers très oui. amérindienne, des trucs très abstraits, très très abstraits. Mhm. Et donc le ver, c'est le destructeur à la base, il a une chose, il a un rôle précis et normal dans l'univers. Il est détruit là pour qu'on puisse reconstruire. Pour, après. voilà, pour détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Et il fait partie de ce grand cycle cosmique. De création, destruction. Voilà, création, mise en forme, destruction. C'est le cycle de la vie. Voilà. Et donc un jour le ver est devenu fou et a décidé de tout détruire. Il veut détruire tout l'univers. Et en fait, comment le ver influence le monde, c'est principalement par la pollution, en influençant les hommes pour Ouais. qu'ils détruisent eux-mêmes la Terre. Mais le ver est encore plus... Enfin, le ver fou est encore plus complexe que ça parce qu'il essaye à tous les niveaux de la vie que la vie s'arrête, en fait. Ou qu'elle elle se souille et elle s'autodétruise. Ouais. Et donc ça, c'est l'entité, c'est le méchant dieu contre lequel on lutte en tant que loup-garou, puisque nous sommes un petit peu les représentants de Gaïa, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. En fait, en gros, loup-garou, c'est le jeu de rôle de Captain Planet. C'est plus ou moins ça. Mais ça peut... Ouais, bon. C'est pas vrai. Moi, j'aurais masterisé loup-garou, j'aurais pas mis tant d'emphase sur le... Ouh, ils enterrent des barils de déchets toxiques à l'arrière de l'usine. Il y a toujours un peu de ça, parce qu'en fait, l'un des aspects très importants de loup-garou, c'est le monde des esprits. Et c'est l'une des choses qui me fait dire pourquoi les loups-garous sont vachement plus puissants que les vampires. Si on compare les deux jeux de rôle, le loup-garou et le vampire, ils vont avoir plus ou moins ils vont avoir les mêmes caractéristiques. Mhm. Ils vont avoir des pouvoirs, tous les deux. Mhm. Les loups-garous ont des pouvoirs. On vous parlera un petit peu des pouvoirs que nos personnages ont eu, etc. Mais ils ont des pouvoirs magiques, vraiment. Peut-être un petit peu moins puissants que les vampires, peut-être un petit peu. Je sais pas, moi j'avais toujours entendu dire que les personnages loups-garous sont plus puissants que les vampires. Oui, justement. globalement. Parce que les je vampires... parle juste des pouvoirs, là. Ouais, ouais. Parce que, en plus des pouvoirs, les vampires, ils ont des petits trucs quand ils boivent beaucoup de sang, ils peuvent se rendre un petit peu plus forts, mais ils sont pas tellement plus puissants. Un vampire débutant n'est pas tellement plus puissant qu'un humain. Par contre, évidemment, il a l'éternité pour devenir de plus en plus puissant. Ça, c'est la grosse différence. Mais là où les loups-garous, ils éclatent les vampires, c'est que de 1, ils peuvent rentrer et sortir à volonté du monde des esprits. Ouais. Ce qui, d'un point de vue pour les enquêtes, pour trouver des chemins parallèles, pour sortir d'un endroit, c'est incroyable. Et en même... Et la puissance physique. Et la puissance physique, La tout à puissance fait. physique, plutôt. Un loup-garou qui vient de commencer peut transformer son personnage en Hulk. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pour vous résumer, un humain normal, il aura 2 ou 3 en force. Généralement 2, 3 si c'est quelqu'un, s'il est déménageur ou choses comme ça. Mhm. Quand tu te transformes en Krynos, tu as plus 5 en force. Mhm. Donc tu triples ta force pratiquement. Mhm. Voilà. Mais même, hein, je ne sais plus, moi dans mon souvenir, dès qu'on était en Et Krynos, tu régénères. on pouvait genre soulever une voiture et la balancer. Ouais, quoi. tout à fait. Tu Donc- régénères, t'as des griffes, automatiquement, t'as des armes naturelles Mhm. Qui blesse les vampires. qui blessent les vampires. Mais dans l'histoire du monde des esprits aussi, c'est un peu casse-tête pour le maître de jeu parfois, puisque donc les loups-garous peuvent, en se concentrant et en faisant un petit pow-wow, on va dire, ouvrir une brèche dans la réalité et passer dans ce qu'ils appellent le monde des esprits. Physiquement, leur corps rentre dans le monde des esprits, ils laissent Voilà. pas un corps derrière. Donc par exemple, si on veut rentrer... là, tu vas probablement dire que j'ai pas juste, mais imaginons que les personnages doivent rentrer dans le bâtiment du FBI pour aller chercher un dossier secret, machin. Ils peuvent très bien... Et qu'il y a trop de gardes et ça va être un casse-tête pour rentrer là-dedans. Ils passent dans le monde des esprits. Ils vont voir le bâtiment du FBI sous la forme qu'il a dans le monde des esprits. Donc je ne sais pas si on peut imaginer par exemple, un labyrinthe dans lequel les murs sont recouverts d'yeux qui te regardent. Un petit peu Ou de des ça. trucs comme ça. La réalité devient une métaphore. Bien que plus un bâtiment est manufacturé et technologique, et moins il va avoir une apparence Ouais. d'esprit. Oui, c'est vrai. Et donc à partir de là, on fait son chemin dans le monde des esprits. Le maître de jeu, normalement, est censé
prévoir des défis qui correspondent. Il peut y avoir des esprits néfastes, Voilà. des esprits du verre, bien Et sûr. puis après, ben, une fois qu'on est dedans, on repasse dans le monde physique et hop, on est dans le bureau que nous recherchions avec l'information qu'on cherche. On le prend et on refait la même merde dans l'autre sens. Alors, ça, il fallait que le maître de jeu gère comment il présentait ça. Moi, je vois ça, si jamais vous avez joué à Legacy of Kain Soul River, c'est exactement ça. Où tu peux passer du monde physique au monde des esprits, c'est exactement ça. Ça peut ouvrir certains passages, ça peut amener d'autres dangers, etc. etc. Mais voilà, il fallait pas que le maître de jeu se laisse trop abuser par ça. C'est clair. Sinon, oui, je crois qu'on va doucement pouvoir parler un petit peu des scénarios dont on se souvient. Ah oui, parce que les gens là, tu vois, ils attendent la bataille des pales d'hélicoptères depuis très longtemps. Hein. Oui. Donc, juste pour dire un petit peu les clans, enfin, on verra. Parce que les clans sont très intéressants, parce qu'ils sont pas... Les loups-garous, basiquement, tout ce qu'on vous dit là, ça vous donne l'impression que du genre, ce sont en gros les super gentils. C'est pas tout à fait vrai. Non, Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'un des clans, qui sont les fils de Fenris, qui étaient des nazis. C'était des nazis. C'est-à-dire que ces loups-garous qui sont, je dirais en théorie et par tradition, les défenseurs de Gaïa, n'en sont pas moins des êtres... Certains en sont des êtres humains comme les autres. Et un truc aussi, c'est qu'ils ne sont pas les défenseurs de l'humanité, pas spécialement. Ah, c'est pas les défenseurs de l'humanité. De la vie, oui. Donc effectivement, les loups-garous allemands étaient des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant ce temps-là, les communistes, les bolcheviks, c'était des vampires, d'ailleurs. Si tu lis l'historique de Vampire la Mascarade. Oui, des Malkaviens, non, je sais pas. Des brouhas. Des brouhas. Oui, bien qu'il y a un clan de loups-garous méchants, qui sont les danseurs de la spirale noire, qui sont les loups-garous qui ont été corrompus par le verre. Et eux qui se reproduisent entre eux, et donc en fait ils sont tous un peu difformes parce qu'ils sont tous des métis. Ils sont absolument tous dégueulasses. Alors, Loup-garou, j'ai pas retrouvé le bouquin étonnamment, mais Loup-garou a l'un des meilleurs scénarios d'introduction, tout jeu de rôle confondu. C'est vrai. Génialissime. Le rite de passage. Qui s'appelle Rite de passage. On l'a fait 3 fois, je pense. Oui, parce qu'on a recommencé 3 groupes différents à chaque fois. Génialissime ce bouquin, où en fait, ça part du principe où au début, les joueurs ne savent pas qu'ils sont des loups-garous. Oui, parce que ça se déclare à l'adolescence, évidemment. Voilà. Et malgré que les parents, probablement que dans la famille, on le sait, parce que ça se transmet de génération, l'information se sait, l'arrière-grand-père était un loup-garou, donc si tu auras des enfants, tu vivras ta vie, mais sache que si tu as des enfants, il faudra les surveiller, s'il a un comportement ça, étrange. Voilà, et donc les personnages sont adolescents à ce moment-là. Ouais, fin d'adolescence, ils ont 17-18 ans. Voilà, et ils sont embarqués par les loups-garous qui vont leur faire passer le rite de passage. Voilà, et qui leur expliquent leur origine, et c'est une très bonne... Ça permet au maître de jeu d'expliquer le monde, d'expliquer comment marche le monde, les ascendances de chacun, son clan, son pouvoir, on les explique. Et c'est un très bon début, où ça commence de manière très mystique, où les personnages sont poussés dans un feu, où ils voient leurs esprits, ils voient leurs ancêtres, ils voient leur lignée, etc. C'est très très méso-américain, enfin pas méso-américain, natif américain. Ouais, c'est et donc, je me souviens en grande partie du groupe de l'époque, pas de tout. Toi, tu jouais un métis glabre. Tout à fait. Je jouais alors il s'appelait Murmure. C'est exact. Et donc mon personnage c'était... hélas, entre guillemets, l'enfant de 2 loups-garous qui, fou d'amour, avait fait crac-crac. Et le rejeton qui en était sorti, c'était moi. Et donc j'étais un loup-garou qui n'avait pas de pelage. Donc déjà, il avait l'air un peu d'un chihuahua ou un de ces chiens mexicains. Et en plus, il était tatoué de partout. Il avait des symboles ésotériques partout. Et c'était le chaman de sa tribu. Mais il faut savoir que les métis dans les sociétés de loups-garous sont considérés comme du pu, mais vraiment comme de la merde. Les loups-garous sont un petit peu, pas élitistes, je reviens plus sur le mot, pour dire que le sang doit rester pur. Oui, eugénisme. Il y a un côté eugénisme chez les loups-garous, le sang doit rester pur. Moi j'avais toujours pris ça dans le sens, c'est la tradition. Et les loups-garous, c'est la tradition. Il y a quelque chose comme ça de très ancré, évidemment. Les homidés modernes ne voient pas ça forcément de la même manière, et donc ça peut créer des conflits. Mais basiquement, les métis, on les aime pas. Parce qu'ils représentent
Et ils sont un la, côté la, man- maudit. la manifestation physique d'un péché et d'une des règles de base des loups-garous qui a été brisée. C'est beau ce que tu Et dis. donc, voilà. Et mon personnage était donc le chaman. Quelle tribu? C'était ceux qui font de la magie et qui recherchent la vérité à travers les secrets. Enfin, en gros, les loups-garous sorciers. Voilà, un Uktena. Ah, mais Uktena, oui, c'est ça. Les Uktena, ce sont des... Qui était un Uktena. Voilà. Alors, il y avait aussi dans le groupe, il y avait Sébastien qui jouait un marcheur sur verre, qui était un informaticien, lui. C'était complètement différent. Et qui était un personnage beaucoup plus mental. Je me souviens plus très bien qui y avait d'autres. Je me souviens... l'un des personnages dont je me souviens le plus, c'était celui de Hugues, qui jouait une femme, parce qu'il voulait absolument jouer une furie noire. Alors, les furies noires, c'est l'un des clans les plus guerriers du bouquin, et ils ont un pouvoir qui est méga cool, qui est représenté c'est un meilleur truc dans ce bouquin, Ouais, il y a tout un combat entre deux loups-garous qui est super bien foutu, et ça va de page en page, enfin bon. Et en gros, on voit là le pouvoir le plus aimé des furies noires, qui est tu balances tes griffes comme des balles. Elles font comme ça et les griffes, les doigts, enfin le bout des doigts éclate et les griffes partent. Voilà. Et elles doivent repousser pendant 1 ou 2 semaines, mais... Voilà, tu tires tes griffes. Et donc lui, il voulait absolument ce pouvoir, et il jouait souvent les femmes, hein, je dis ça, je dis rien. Tout le monde fait comme il veut. Voilà. Et donc, il jouait une furie noire qui adorait arracher les couilles des gens avec ses griffes. Ouais, c'était la grande castratrice. Faut pas oublier qu'on était vraiment adolescents. Il faut dire... On est dehors, genre 14 ans. Une chose, c'est que les furies noires sont que des femmes loups-garous. Mhm. Elles acceptent... Ce sont les espèces d'Amazones des loups-garous qui viennent de Grèce, de l'île de Lesbos, un truc Je comme ça. sais plus. Et donc, oui, c'est que des femmes loups-garous qui n'aiment pas les hommes. Non. Dès qu'ils pouvaient... D'ailleurs, ils s'étaient fait un collier avec des burnes à un moment. Ouais, exact. C'est... Et donc, en fait, oui, les furies noires ne donnent que des femmes, parce qu'en fait, quand elles ont un homme, si elles sont gentilles, elles le donnent à notre clan, mais il y a des endroits où des tribus de furies noires tuent simplement les enfants masculins. Ouais. Même ça se fait plus trop. Et donc, ce scénario, c'était un scénario où donc, le rite de passage, pour revenir à ça, les personnages, je crois qu'il y avait encore l'un autre joueur, mais je ne sais plus très bien. Il y avait David Oui, qui jouait un seigneur de l'ombre, je pense bien. Ça c'est cool. Les seigneurs de l'ombre, ce sont les vampires japonais. Les loups-garous. Les vampires, les loups-garous japonais, Ouais. qui sont tout en subtilité, des loups-garous qui savent faire du kung-fu, enfin du karaté plutôt. Et donc, les joueurs sont balancés dans une zone. Et un petit détail que j'aimais bien, j'ai utilisé les technologies de l'époque pour faire un truc qui était sympa, c'est que j'avais une carte dans le bouquin. Et donc, le problème, c'est que sur la carte, il y avait indiqué tous les endroits d'importance. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié la carte, j'ai typexé les endroits d'importance en redessinant ce que ça avait caché par le typex, j'ai refotocopié ça, et l'illusion était parfaite pour donner une carte sans rien. J'avais juste moi remarqué un endroit où les arbres avaient l'air pas nets, mais j'ai rien dit. Ouais. Parce que... Et parce que voilà. je donnais la carte aux joueurs, par où vous partez. Et donc c'était un scénario assez basique, où il y avait entre autres un ours-garou, parce qu'il y a d'autres garous, bien qu'il ne faut pas trop jouer là-dessus dans le garou, parce que sinon c'est débile, t'as les bouquins avec les requins-garous. Moi personnellement, si je remasterisais une campagne, je ne mettrais aucun autre garou que les loups-garous. Limite parce que les ours-garous. Mais t'as vu ce putain de bouquin avec des ours-garous, des requins-garous, des rats-garous, il y a des insectes-garous, les autruches-garous, les dodo-garous, les dromadaires-garous. Là on invente, mais oui, c'était vraiment ridicule. Ça donnait un côté vraiment... on avait beaucoup plus de mal à rentrer dans l'univers avec tous ces races de tigres-garous. Vraiment, moi je dis pas d'autres garous que les loups-garous comme ça. En même temps, les joueurs se sentent être des êtres vraiment uniques, des créatures exceptionnelles. Un truc aussi, c'est le monde, je pense pas qu'on l'ait jamais vraiment raconté, mais donc ce monde s'appelle le monde des ténèbres, qui est décrit comme étant gothic punk. Et comment c'est ? En gros, c'est un monde de film. C'est un petit peu Gotham City. Toutes les villes sont un petit peu Gotham City, beaucoup plus gothique, où tu peux pas te balader dans une ruelle sans qu'il y ait des racailles qui arrivent, qui font hey, tiens, le portefeuille avec leur punk et tout. Le monde des ténèbres, c'est un peu le Gotham City de Tim Burton. Il y a de ça.
Et donc, l'une des parties de ce scénario dont on se souvient bien, c'est en effet l'histoire des pales. Parce qu'au cœur, au centre de la carte, il y avait une carrière avec des danseurs de la spirale noire qui voulaient, si je me souviens bien, creuser pour libérer un esprit du verre. Ceux qui ont lu le bouquin vont peut-être me dire, mais c'était pas ça du tout. C'était pas dans le rite de passage, c'était un autre scénario. Ah, mais l'histoire de la bonne femme avec la carrière, c'est un rite de passage. C'était dans le rite de passage? Ouais. Ah bah alors c'est moi qui déconne. Et je me souviens juste de la nana qui balançait de l'acide avec ses nichons. Ça, c'était un autre scénario, avec en effet une nana qui était zoonécrophile, dans un autre scénario, qui en gros s'occupait pas d'une boucherie, d'un abatoir, et qui couchait avec les animaux qui étaient abattus là. Et qui en effet c'est comme ça, loup-garou, avait comme pouvoir de cracher de l'acide avec ses nichons. Et donc elle, c'était une fomore. Et des fomores, ce sont les humains corrompus par le ver. C'est un très bon concept aussi, les fameux fomores. Donc comme Gilles vient de vous le dire, ce sont les êtres humains qui, bon gré ou mal gré, ont vendu leur âme au ver. Et servent en fait une entité qui va les détruire de l'intérieur un jour ou l'autre. Ce sont des mutants. Ce sont vraiment des mutants. Et je pense encore l'avoir, sinon j'essaierai de le retrouver. Putain, j'espère que je l'ai encore. Le jeu de rôle où tout le monde peut jouer un fomore. Ça peut être rigolo. Et où ils expliquent en fait qu'il y a plein de fomores qui le sont mais qui ne volent pas. C'est simplement la proximité, la vie que vit un être humain aujourd'hui qui fait qu'on vend son âme au ver sans s'en rendre compte, tu vois. Oui. À force de bosser, de faire des boulots nazes. Avec des gros pollueurs. De devenir, comment dirais-je, déconnecté de la réalité, ne vivre que pour consommer. Et ben, certaines personnes commencent à muter et après sont approchées par d'autres fomores qui leur disent on va vous expliquer ce qui s'est passé et vous allez voir, vous allez pouvoir vous rendre utile à nouveau. Ce qui est intéressant avec les fomores, c'est qu'il y a certains suppléments du monde des ténèbres qui sont sortis qui permettent de jouer des espèces de Men in Black, en gros des humains qui enquêtent sur le surnaturel qui existe dans ce monde. Or, tu ne peux pas vraiment mettre un groupe d'humains face à un loup-garou. C'est impossible parce qu'ils vont se faire massacrer. Ils n'ont aucune chance. Mais par contre, tu peux les mettre face à des fomores. Donc ça, c'est pas mal. Oui, c'est pas faux. Parce qu'avec leur pistolet, le loup-garou, ils sont... Et donc, la bataille des pales. Parce qu'on est en train de... Je me disais, où est-ce qu'on était? Oui, la bataille des pales. Ça fait 50 minutes qu'on tourne autour du pot. Et justement, on va parler de tourner autour du pot. Parce qu'en gros, moi, j'ai ce personnage qui est une femme danseuse à spirale noire, qui est décrit, j'ai tout un historique mais super complet de tout ce qu'elle a fait, etc., qui explique à quel point elle est puissante, etc. Et donc, à un moment, les joueurs arrivent à cet endroit où elle est dans une cabane, dans une caravane. Une espèce de grande carrière où il y a un chemin qui descend en tournant le long de la carrière. Et donc, elle est à côté d'une grande caravane, il y a un camion qui est là, il y a plein de gardes, il y a plein de gardes. Faut pas oublier que j'étais maître de jeu débutant à ce moment-là. Et donc, je vais faire... Ils vont se rendre compte qu'il y a cette femme qui est la méchante et qui est super balèze, et genre, j'explique, oui, vous regardez par les fenêtres de la caravane et vous voyez qu'il y a un corps et qu'elle est en fausse forme loup-garou qui est en train de le manger, et vous vous rendez compte qu'elle a l'air très puissante. Et en gros, j'étais maître jeu débutant. Et nous étions joueurs débutants. Et donc, je ne fais que dire qu'elle a l'air puissante. Je ne leur fais pas vraiment s'en rendre compte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment, elle sort. Et eux, donc, ils l'attendaient en embuscade, ils tombent tous dessus, et ils la butent en 2 secondes. Parce que tous les joueurs réunis, elle n'avait aucune chance. Évidemment, le but, c'est qu'elle devait être un petit peu subtile, elle devait utiliser ses gardes, etc. Moi, j'ai mal géré. Ils l'ont butée en 2 secondes. Ils disent, ouais, ok, au moins, on la décapite. Ok, oui, mais je lui dis, oui, vous voyez qu'il y a des gardes, ils ont entendu des trucs, ils vont arriver. Il y a un camion, là. Oui. Elle a les clés? Oui. C'est là que c'est là que t'es trop logique avec ton scénario, tu vas dire non, elle n'a pas les clés. Je sais plus pourquoi, d'où viennent les pales d'hélicoptère. Il y avait un hélicoptère qui s'était craché. C'est parce que dans mon souvenir, il y a je pense qu'il y avait Seb qui avait essayé de conduire un hélicoptère qui l'avait craché.
Ça, c'est fort possible. et que vous étiez craché pas et très que loin donc de là. on s'était dit, tiens, mais avec la taille qu'on fait et la force qu'on a, une balle d'hélicoptère, c'est comme si on avait une grosse épée à 2 mains. Et on a commencé à faire En gros, traverser tout le champ de méchants. la scène qu'on veut vous décrire, Mmh. c'est donc, ils ont pris un camion, ils ont arraché des pales d'hélicoptère, ils ont mis la tête du chef des méchants de l'histoire plantée à l'avant du camion. Planté sur le bouchon de radiateur. Il y avait un qui conduisait le camion, et il y en avait 2 sur le côté avec des pales d'hélicoptère. Et donc ils ont commencé à descendre dans la carrière avec les gardes qui étaient là. Et donc ils les écrasaient en camion. Ceux qui arrivaient à esquiver, ils les butaient à coups de pales d'hélicoptère. Et en gros j'ai fait ouais c'est bon, ok vous le faites. Et tous les méchants ils ont buté comme ça, en 2 secondes. Quel beau final, quel beau final. Maintenant on est devenu trop sérieux. Ça me rappelle de merveilleux souvenirs. On était en train de hurler en forme de crinos, oh, avec nos pales d'hélicoptère, c'était magnifique. Et je sais plus, on se battait pour savoir qui allait conduire et quelqu'un a arraché le volant. C'est toi, et juste. On a finalement... J'avais oublié ça. Ah oui, voilà. À un moment, tu conduisais sous forme crinos et tu as fait un échec critique et j'ai dit ok, t'arraches le volant. Et vous êtes crashés, mais comme ce sont des loups-garous, ils sont super résistants et donc ils se sont blessés, mais ça a régénéré en quelques minutes. Et attends, moi j'avais 2 points en conduite. Hein. C'était déjà pas mal pour un métis qui aurait pas dû savoir comment on monte dans une voiture. En fait, tout ce qu'on voulait vous raconter sur le loup-garou, c'est cette scène. Avec le camion, les pales d'hélicoptère, la tête, le gars qui arrache le volant et tout. C'était du gros n'importe quoi, c'était dans toute notre première partie. Je me souviens plus très bien de beaucoup d'autres parties, j'avoue. Mais je sais pas si on a joué énormément de temps. Il y a un moment où on avait eu comme idée, et on n'a pas vraiment poussé ça jusqu'au bout, mais on avait eu comme idée de faire loup-garou, mais on fait tous les deux un personnage, et on fait maître de jeu l'un après l'autre. Oui. Quand quelqu'un l'un de nous deux veut faire un scénario, il le fait, et on avait chacun un personnage à nous. Et alors là, moi j'avais joué un métis aussi, et quand tu commences métis, quand tu es métis, tu dois avoir une petite mutation. Et moi j'avais dit, ok, j'ai pas de corde vocale. Et donc j'ai joué un personnage muet. C'est pas mal ça. Mais j'avais un pouvoir qui que je pouvais parler par télépathie. Et donc j'ai joué un personnage muet, c'est très, très spécial. Ouais, c'est pas mal. Moi je jouais un lupus croc d'argent. Donc vraiment le loup blanc. Les crocs d'argent sont un petit peu les loups-garous nobles, sont un petit peu les leaders, entre guillemets. Les nobles loups-garous. Mais je jouais un lupus. Donc je jouais un personnage qui, même sous forme humaine, agit un peu comme un loup très intelligent, puisque c'est un loup-garou, je veux dire, mais qui parlait pas très bien, mais c'est très intéressant à jouer, parce que par exemple, tu vas jouer un lupus, tu vas pas avoir de gêne de foutre à poil devant tout le monde, tu t'en fous, tu te rends pas compte. Enfin, voilà, quand il est face à une baie vitrée et qu'il comprend pas, il pète la vitre, quoi. Voilà. Je me demande si les joueurs homidés doivent le suivre pour ramasser son caca dans la rue. Ça, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de lui faire non, tu vas faire là-bas. Et alors le lupus fait. T'avais pas joué à un moment un enfant de Gaïa qui était un petit peu le personnage de la ligne verte? Si. Ah oui, j'avais joué un grand black loup-garou qui savait soigner tout le monde. Et qui avait beaucoup d'empathie, qui aimait les gens. Mais à chaque fois qu'on a essayé de relancer une campagne de loup-garou, il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais moi je vous dis ça, c'est dans mon top 3 de mes jeux de rôle préférés. Ah, il est génial. Je trouve que c'est un très bel univers, c'est très chouette pour les joueurs. Tu rentres très vite dedans, tu comprends très facilement. Et parfois tu te sens surpuissant et le maître de jeu doit parfois un petit peu te ramener à la réalité. Je me souviens, quand toi tu avais masterisé le rite de passage, tu nous avais fait qu'on était tombé sur des gars en train de balancer des lance-flammes des lance-flammes dans les arbres. Je t'ai raconté l'histoire de cette scène. Ça vient de Blade Runner? Non, pas Blade Runner, de Rollerball. Rollerball. J'avais revu, peu de temps avant de masteriser cette partie, le film Rollerball de... Je sais plus de quand il date. Enfin, des années 70. Oui. Il y a une scène où on va dire des bons gros bourgeois complètement saouls trouvent une arme, une espèce de laser, et s'amusent à tirer dans les arbres pour les faire brûler. Et je me suis dit, je vais les mettre face à cette situation où, en gros, des bourgeois complètement saouls
on trouvait un petit lance-flamme, comme ceux qu'utilisent les paysans américains pour brûler les récoltes en trop, et ils foutent le feu à la forêt. Qu'est-ce que vous faites? Et alors, je me souviens, tu as très bien géré ça parce que, en gros, nous, on s'est dit, bon, on va se transformer en loup-garou. C'était la première fois qu'on le faisait, à peu de choses près, pour nos personnages. Et on dit, bon, on va les stopper, mais sans les tuer. On va essayer de les neutraliser, qu'ils m'ont dit. Et tu as très bien dit ça en disant, oui, mais vous contrôlez pas très bien vos pouvoirs. Et donc, à un moment, je dis, oui, je lui donne je l'attrape par la jambe et je l'assomme sur le sol. Ah oui, mais tu contrôles pas très bien ton truc et tu sens sa jambe qui te casse. Voilà. Et puis moi, j'essaie d'en attraper un et il lui casse toutes les côtes. Et là, voilà. ils se sont tous dit, merde, on est tellement puissants, qu'est-ce qu'on va faire dans cette Un puissance? grand pouvoir, un grand pourboire implique de grandes responsabilités. Exactement. Mais ouais, très 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 bon jeu de rôle. Je me souviens pas d'énormément de détails comme ça, mais c'est pas c'était dans Loup-garou où vous étiez retrouvé dans un monde d'esprit du verre où il y avait une espèce de créature dans une boue noire et où il y a Seb qui a dit moi je bois l'eau noire. Je crois que c'est là-dedans. Si c'était pas là-dedans, c'était dans un Donjon et Dragon. Et il l'a pas fait pour finir, parce que j'ai dit non. Non, il a pas bu le noir. Mais non, c'est bizarre, comme malgré qu'on ait quand même beaucoup joué, j'ai pas énormément de souvenirs. Non. Et pourtant, c'était avant qu'on commence à boire de la bière en jouant. Mais peut-être. Je me souviens qu'à un moment, on avait eu une discussion très intéressante sur qui devait être le chef du groupe. Et je voulais vraiment pas l'être. Et au final, ils m'ont dit, bah, écoute, c'est peut-être toi qui as fait le moins de conneries jusqu'à présent. Donc c'est toi qui vas être le chef de la meute. Exact. Et ça avait un impact. Et Gilus jouait à fond là-dessus. Ah oui. Parce que il y avait une tribu de loups-garous et le chef c'était un métis. Oui, tout à fait. Et que donc ça mettait les autres loups-garous assez mal à l'aise, mais en même temps, on avait l'impression d'être super progressiste. Et je me souviens de bagarres dans les égouts avec des danseurs de la spirale noire. C'est des détails, mais je ne me souviens pas. Il n'y a pas vraiment de partie qu'on peut raconter de A à Z. Pourtant, c'était plus ou moins à la même époque que la guerre de saucisson, et ça, on s'en souvenait assez bien. Mais... Voilà. Souvent, le maître de jeu, étonnamment, le maître de jeu se souvient moins bien des parties que les joueurs. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'était moi. Mais excellent jeu de rôle. Je crois que la vidéo ici est déjà assez longue. On va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Mais moi je vous le conseille, c'est vraiment mais je sais pas du très tout bon où ils en sont maintenant dans les éditions. Parce que t'as la nouvelle refonte du Monde des Ténèbres et je sais pas à quoi ressemble Loup-garou à ce moment-là. La première édition, elle était un peu bancale. Ils ont réglé beaucoup de trucs dès la deuxième édition qui en gros sont les mêmes règles mais corrigées. Au fait, c'est le seul jeu de rôle à ma connaissance qui utilise le D30. J'ai acheté un D30 c'est vrai. pour ce jeu de rôle et je ne l'ai jamais utilisé. Parce que quand tu te fais tuer par quelque chose qui n'est pas censé tuer un loup-garou, tu tombes un petit peu dans le coma et tu t'en sors avec une blessure permanente. Grave, ouais. Une blessure grave permanente. Et ça se tirait au D30. J'ai jamais eu le cas, mais j'ai acheté un D30 juste pour ce jeu. Le fameux D30 qui ne servait qu'à ça. Voilà. Mais voilà, Loup-garou, excellent jeu, des illustrations, les dessins. Rien que de revoir ces illustrations, ça me plonge dans la nostalgie. Là, je relancé Loup-garou, là, c'est parti. Je veux bien. Mais le truc, c'est que ça a le même... très bonne règle. Le même intérêt que Vampire la Mascarade. Chaque personnage est très typé, mais chaque joueur, donc c'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dans un archétype particulier. Oh, je suis un fils de Fenris, je suis un gros bourrin et je parle avec un accent allemand. Ou alors, et les joueurs plus expérimentés peuvent jouer avec ces codes. Par exemple, un fils de Fenris qui est un poète, tu vois, un truc comme ça. Ouais, non, je conseille ce jeu de rôle. Umbra, l'ombre de velours. Il faut voir un petit peu ce que c'est devenu avec le temps. Mais ce n'est pas pour rien que... Crash sur New York. Cairn, lieu de pouvoir. Je me souviens qu'on pouvait se téléporter. Les cairns, en gros, ce sont vraiment les grands lieux de rassemblement des loups-garous. Et ils pouvaient faire des portails d'esprit, des portails d'esprit entre les différents cairns les plus grands du monde. Et je vous avais fait, juste, on va bientôt arrêter, mais il est tout fou. Vous avez créé votre propre cairn qui était dans un lieu
où on allait quand on était petit, dans les Ardennes, près de chez notre oui, grand-mère. oui, très juste. Et on allait à un endroit bien précis dans les bois où il y avait une ancienne tour. Les fondations d'une tour médiévale. Voilà. Et je vous ai dit que c'était là, et dans les sous-sols de ce truc. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est débile. Ah, ouais. Ah, mais voilà, c'était vachement brouillon. Bref. Vous avez un peu l'habitude aussi. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, la vidéo, à les partager, ça fait toujours plaisir. On va essayer peut-être de vous faire un autre Histoire au coin des 20 avant longtemps, mais nous avons des histoires à raconter. Ça sert à rien, tu dis ça toujours. Puisque l'aventure de Dark Heresy a continué. J'allais dire le prochain, ce sera certainement le deuxième scénario de Dark Heresy. Sauf si on a une autre idée révolutionnaire. Il y en a un que j'aimerais bien faire sur les jeux de rôle que j'ai créés. J'ai créé une dizaine de jeux de rôle. Ça pourrait être sympa. Et moi, qu'est-ce que je vais raconter? Tu as joué à peu près tous. Oh, je me suis fait violer par un poulpe dans tes histoires. Hein? Dans le jeu de rôle avec les fous. Ah oui, tu t'es fait violer par un poulpe, c'est vrai. Oui, donc il faudrait que je parle de celui-là. J'avais créé à l'époque le jeu de rôle des Chevaliers du Zodiac. Avec les chevaliers égyptiens. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais en parler. Bon, quoi qu'il en soit... On vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.